Bonjour et bienvenue dans cet épisode du Popcast. Aujourd'hui, nous vous proposons une réflexion autour de la place de la femme au XVIIe siècle à travers le téléfilm de Nina Companèse, L'Allée du Roi, diffusé en 1996 et adapté du roman éponyme de Françoise Chandernagor. Nous nous pencherons ainsi sur la version que la réalisatrice propose au grand public de la figure de Françoise d'Aubigné. De l'orpheline née dans une prison de Niort à l'épouse secrète du roi, en passant par la veuve Scarron et la maîtresse de salon, Nina Companèse nous offre une Madame de Maintenon à la personnalité complexe et ambivalente, où la dévotion se mêle au plaisir et où l'amour se mêle à l'ambition. Pourtant, si ses intentions ont souvent été mésestimées et décriées par ses contemporains et par les historiens postérieurs, la réalisatrice propose ici de pénétrer au cœur de ses pensées les plus intimes afin d'apercevoir toutes les facettes de sa personnalité. Pensé comme une réhabilitation de Françoise d'Aubigné, ce téléfilm montre l'originalité et l'exceptionnalité d'une ascension sociale à travers une esthétique qui semble avoir à cœur de reproduire l'atmosphère du grand siècle, tant musicale, à travers une bande-son essentiellement baroque puisée parmi les compositeurs de l'époque tels que Lully, que vestimentaire, à travers la magnificence des costumes des courtisans et du roi. Ainsi, l'objectif du roman comme du téléfilm est de sortir du sombre portrait laissé par les contemporains, celui d'une dame âgée toute de noir vêtue ayant jeté une chape d'austérité sur la cour. Pour ce faire, nous nous rendons à la rencontre de Madame Nathalie Grande, spécialiste de la littérature féminine au XVIIe siècle. Il semble que Nina Companèse a eu à cœur de reproduire l'esthétique du XVIIe siècle. Nous avons relevé les motifs récurrents des vanités et des natures mortes que l'on retrouve ça et là dans les deux parties de la série. Souvent, Madame de Maintenon médite dans sa chambre, accoudée près d'un miroir éclairé d'une bougie, et les effets de clair-obscur que la lumière de la chandelle produit ne sont pas sans rappeler les œuvres de Georges de la Tour, la Madeleine aux deux flammes, ou encore la Madeleine à la veilleuse. D'autre part, le miroir accompagne souvent la marquise, et il convient de s'interroger sur sa signification. Au XVIIe siècle, selon les mots de Bernard Beugnot dans son ouvrage « Le discours de la retraite au XVIIe siècle », le miroir est doté d'une importante puissance métaphorique. Il est l'instrument d'une réflexion, le moyen de se contempler et de tourner le regard vers soi, un regard intérieur qui permet d'obtenir une connaissance lucide de soi-même. Car ainsi que l'écrit Saint-Simon dans ses mémoires, le monde de la cour est si soigneusement masqué par la chorégraphie de l'étiquette et la rigueur des conventions que le visage que l'on présente au monde ne reflète guère les sentiments et les pensées véritables des courtisans. Dans un microcosme où règne le paraître et les faux semblants pour obtenir les faveurs royales, le miroir interroge l'identité profonde de celui qui s'observe et le moyen de traquer, derrière le masque de la bienséance, une forme d'authenticité de l'être. Cela semble d'autant plus important chez Madame de Maintenon, car celle-ci entre à la cour et à la cour même joue le jeu social des conventions et de secrets, de sorte qu'elle se compare elle-même, et je cite le téléfilm, à cette superposition de jupons que portent les élégantes, dessus la modeste, que tous pouvaient voir, par-dessous la friponne qu'on soupçonnait parfois. Quant à la dernière, la secrète, j'étais la seule à en connaître la matière, tissée de mélancolie et d'espérance. La marquise a ainsi plusieurs visages et diverses apparences qu'elle présente au monde selon l'occasion, et peut-être alors que le petit miroir de sa coiffeuse symbolise cette vérité de l'être caché sous l'épaisseur de ses façades. Enfin, lorsque Françoise d'Aubigné est sur le point de mourir, ses souvenirs de la beauté éclatante de la cour surgissent, une beauté peu à peu ternie par le deuil et la vieillesse. Les innombrables miroirs de la galerie des glaces réfléchissent ainsi une cour triste, bien loin des fastes et de la gloire d'autrefois. Et ces miroirs ne se contentent plus de redoubler l'espace qu'ils reflètent, ils invitent également au spectacle de la fugacité de l'existence terrestre, à la brièveté de la jeunesse et de sa beauté. Le fait que Nina Companèse ait disséminé ça et là dans les éléments de décor des natures mortes et des vanités souligne également le goût du XVIIe siècle pour les allégories que l'on retrouve partout, en peinture, en poésie, dans les ballets de cour, etc. À travers la musique baroque, les vanités et ses symbolismes, c'est surtout un échantillon de la culture du XVIIe siècle qui est ici offert aux spectateurs. Madame Nathalie Grande, bonjour. Si l'Allée du Roi est l'histoire d'une ascension sociale, c'est aussi une histoire d'amour, voire des histoires d'amour. En effet, le parcours de vie de Françoise d'Aubigné est jalonné d'hommes importants qui vont lui apporter une éducation littéraire avec Scarron, une éducation mondaine avec le maréchal d'Albret et le marquis de Villarceau,
un titre et un statut avec Louis XIV. Cette présence masculine n'est guère surprenante, car le grand siècle est aussi celui de la France galante d'Alain Viala, où se forme une nouvelle esthétique de l'amour, fondée sur une éthique particulière que doivent observer les amants. Dès lors, on ne s'étonne donc pas que celui-ci soit représenté dans le téléfilm de Nina Companèse. Mais on peut s'interroger sur ce que ces amours apportent à Françoise d'Aubigné. Ne sont-elles pas aussi mêlées d'ambition ? Diriez-vous que les hommes servent de tremplin malgré eux à son ascension sociale ? Alors, j'ai envie de reprendre et de reformuler votre question un peu autrement. La question de ce que ces amours apportent à Françoise d'Aubigné suggère qu'elle a eu successivement un certain nombre d'amours. Et je ne suis pas sûre que le terme soit vraiment le plus approprié. Le premier homme qui a changé sa vie, j'allais dire, en tout cas le destin que sa naissance modeste et rendu peu favorable à cause de l'emprisonnement de son père et des frasques de son père. J'allais dire, le premier homme effectivement qui a compté pour elle, c'est Paul Scarron. Que Paul Scarron ait été pour elle l'occasion d'un développement intellectuel, c'est sûr. Est-ce qu'il faut parler d'histoire d'amour avec lui ? Je ne sais pas. D'amour conjugal peut-être, mais en tout cas certainement pas. J'ai doute qu'il faille parler d'une simple histoire d'amour. C'est un mariage. J'avais escompté un mariage blanc. Il fut gris. C'est un mariage honnête, c'est un mariage honorable qui a permis à Françoise d'Aubigné de s'installer à Paris, de découvrir le grand monde, de parfaire sa culture, de mettre en valeur son esprit auprès de son époux. Elle a sans doute également servi son époux. Elle a pu, on pense, apporter un certain nombre de choses à Paul Scarron, non seulement en étant une compagne et peut-être une garde-malade, mais étant également quelqu'un qui a pu attirer auprès de lui ce malade qui ne se déplaçait pas, beaucoup de gens du grand monde. Ça lui a aussi permis d'animer son salon dans les dernières années de sa vie. J'allais dire sinon, d'autres relations qui ont pu se servir son ambition, je pense qu'avec Scarron, l'autre personne qui a pu aider à l'ascension sociale de Françoise d'Aubigné n'est pas un homme, mais une femme, en l'occurrence la marquise de Montespan. En proposant donc à cette amie qu'elle avait rencontrée justement à Paris que Françoise d'Aubigné, veuve Scarron, a pu entrer à la cour, rencontrer Louis XIV, ce qui n'est pas du tout prévu. Et donc, en l'occurrence, c'est une femme là qui a servi son ascension sociale. Parce que pour ce qui est du maréchal d'Albret ou du marquis de Villarceau, moi, je n'ai aucune connaissance particulière des amours qu'elle a pu avoir avec eux en dehors de textes satiriques ou pamphlétaires. Et je ne crois pas qu'ils aient servi en rien son ascension sociale. C'était justement un des rebonds que nous voulions avoir. Dans le film, nous voyons le rôle des hommes en premier plan, mais en arrière-plan, celui des femmes se dessine et semble davantage même important. Il y a aussi dans le film une rivalité qui naît entre Madame de Montespan et Madame de Maintenon dans le milieu compétitif qui est celui de la cour. Les deux semblent rivaliser d'ambition. Ainsi va la cour. Aujourd'hui tout. Demain rien. Pouvez-vous nous dire quel était en réalité le rôle des femmes à la cour et quelle était leur importance ? Les titres, les emplois, les fonctions officielles étaient largement masculins. Peu de femmes pouvaient avoir... La question du statut, c'est souvent comme un statut de compagne, d'épouse, de fille, de mère, etc. Il n'est pas facile pour les femmes d'occuper en leur nom propre place dans le monde, sauf effectivement par la force de leur volonté, de leur esprit, de leur ambition, etc., ou de leur séduction éventuellement, ça a pu arriver aussi. Mais j'allais dire, par conséquent, elles sont forcées de rester dans l'ombre, parce que elles n'ont pas, c'est pas à elles que les premières places sont destinées. Donc c'est seulement effectivement par ce qu'on appelle parfois des manipulations, ou des intrigues, ou des cabales, qu'effectivement elles peuvent regagner ce que la société de toute façon ne leur accorde pas au premier chef. Quand on voit Madame de Maintenon entretenir une correspondance énorme, faire des mariages, s'occuper de placer des gens, etc., elle ne peut le faire que dans l'ombre, puisqu'elle n'est pas en pouvoir de le faire par la position qu'elle occupe à la cour. Existe-t-il d'autres figures au XVIIe siècle qui auraient, non pas l'équivalence de l'ascension sociale de Madame de Maintenon, qui est à tous égards exceptionnelle, mais des parcours de vie qui seraient
en quelque sorte semblable à celui de Madame de Maintenon. Non, Madame de Sévigné écrit « La place de Madame de Maintenon est unique dans le monde. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Sous-entendu, il n'y en aura jamais d'autre. » Auprès de Scarron, Françoise se cultive et lit Montaigne, qui, selon ses termes, révèle ses pensées et les dévoile à ses propres yeux. Tout au long du téléfilm, la réalisatrice insiste sur l'importance de la culture dans l'éducation de la noblesse et le spectateur sent l'importance que celle-ci revêt aux yeux de Françoise, qui fonde en 1686 le pensionnat pour jeunes filles de Saint-Cyr. Louis XIV admire la culture et l'esprit de Madame de Maintenon. Lui-même reçut une éducation chaotante, lui faisant dire que l'on ressent un cuisant chagrin d'ignorer ce que savent les autres. Madame de Montespan, dont l'esprit est admiré par ses contemporains comme étant un des plus raffinés et brillants de la cour, moque l'ignorance du roi, et ce manque de culture semble ainsi être une profonde humiliation pour un gentilhomme. De fait, on s'aperçoit que les esprits les plus brillants sont aussi les plus érudits. Ainsi, la culture qu'acquiert Madame de Maintenon lui permet de s'émanciper des hommes et de s'élever par elle-même, dans le salon de Scarron, puis à la cour. Dans le téléfilm de Nina Companès nous est présentée une Madame de Maintenon dont l'atout principal est son esprit. Elle porte peu d'intérêt à son image et ses tenues et semble se différencier du reste de la cour avec sa culture. Je ne gravirai plus cette allée du roi, au bout de laquelle il m'attendit si souvent. Nous pouvons relever un contraste entre la première scène et la dernière scène du film. D'une scène d'enfermement, celle de la prison de Niort où elle naît dans la misère, le téléfilm s'achève sur une scène que le spectateur ressent presque comme une scène de liberté, où la marquise, richement vêtue, se dirige paisiblement vers le roi qui l'attend au bout de l'allée menant à Saint-Cyr. L'ambiguïté de son rôle auprès du roi a suscité de nombreuses critiques de la part des historiens et des contemporains qui dressent un noir portrait de celle qu'on appelle désormais Madame de Maintenon. Bientôt, on ne m'appela plus dans les antichambres que Madame de Maintenon. Mais parvenue au sommet de son ascension sociale, Madame de Maintenon désirait-elle obtenir l'influence politique que l'historiographie lui prête ? Ou souhaitait-elle trouver une forme de liberté telle que le suggère Nina Companès ? Alors effectivement, Madame de Maintenon, elle est celle qu'un de ses biographes a appelée la presque reine. Effectivement, elle n'a jamais été couronnée reine de France et pour autant, elle a régné à la cour, pas seulement sur le cœur du roi, mais à la cour. Et comme la cour est quand même un lieu éminemment politique, n'est pas seulement un lieu mondain, mais c'est un lieu qui se superpose finalement avec les sphères du pouvoir. Forcément, en étant au centre de la cour, elle est au centre justement des réseaux d'influence. De ce point de vue-là, on ne peut nier que Madame de Maintenon a cherché à obtenir de l'influence pour servir un certain nombre d'idées qui lui tenaient à cœur, comme par exemple ses idées sur l'éducation, ses idées sur un certain nombre de milieux qu'elle a souhaité favoriser, par exemple les milieux d'église. Elle l'a sciemment voulu, ses confesseurs l'y ont encouragée, et elle savait ce qu'elle voulait. Sans cela, elle ne serait pas arrivée où elle est arrivée. Est-ce qu'après, elle souhaitait trouver une forme de liberté intérieure, je dirais ? C'est fort possible. Quand on lit sa correspondance, on voit effectivement qu'elle fait bien la différence entre ce qui est le rôle que l'histoire, pourrait-on dire, ou Dieu, dans sa perspective, lui a confié, parce qu'elle pense qu'elle a effectivement une mission qui lui a été confiée par Dieu, et c'est pour ça qu'elle a été placée auprès du roi, et donc elle accomplit cette mission de manière quasiment sacrificielle. En tout cas, c'est ce qu'on comprend quand on lit ses lettres, c'est l'image d'elle qu'elle donne dans ses lettres. Pour autant, effectivement, elle ne cesse effectivement de chercher une forme de liberté intérieure, ce que montrent effectivement les fuites qu'elle fait du côté de Saint-Cyr, le fait qu'elle cherche souvent à s'écarter de la cour pour trouver une forme d'accomplissement loin justement des servitudes de cour, servitudes simplement causées par l'étiquette, par exemple. Et il me semble à lire sa correspondance, que cette liberté intérieure, finalement, elle l'a toujours eue et qu'elle a réussi à la conserver à la cour. Et que c'est sans doute aussi parce qu'elle a gardé cette liberté intérieure, ce fort intérieur, inexpugnable,
que Louis XIV lui-même n'a pas réussi à vaincre. Il l'appelait votre solidité, parce qu'elle avait cette force intérieure qui a toujours échappé, y compris au tout-puissant roi, qu'elle est restée, j'allais dire qu'elle a conservé cette force de fascination qui fait que Louis XIV, d'une certaine façon, lui a été soumis, ne serait-ce que parce qu'il lui est resté fidèle pendant toute la durée de leur mariage, alors qu'il n'avait guère donné d'exemple de fidélité avant ce mariage. À l'ombre du roi, j'ai vécu tous les événements du règne, mais je n'ai jamais eu sur ses actions l'influence que l'on me prêtait. Du fait des mémoires de Saint-Simon, on attribue souvent à Madame de Maintenon la révocation de l'édit de Nantes. L'historiographie a bien montré que son rôle était nul dans cet édit, mais aurait-elle eu, à un moment donné, une influence quelconque dans la politique religieuse menée par Louis XIV, et notamment sur la fin de l'église gallicane ? Alors, bon, la question, je crois, de la révocation de l'édit de Nantes a été réglée depuis un certain temps par les historiens, donc c'est même pas la peine d'y revenir. Si elle a souhaité la conversion de ces... Je ne dirais pas de ces anciens coreligionnaires, puisqu'elle n'a jamais été protestante, même si elle était d'une famille avec une ascendance protestante extrêmement glorieuse. Je pense évidemment à son grand-père, Agrippa d'Aubigné. Mais c'est vrai qu'elle a toujours été pour la douceur dans les conversions. C'est très clair. Donc effectivement, la décision de la révocation était une décision politique pour laquelle elle n'a pas eu son mot à dire. Il est sûr, en revanche, je pense que du point de vue de la politique de l'Église, là, elle a eu beaucoup plus d'influence, et effectivement, sans doute de manière plus ultramontaine que d'autres, dans la mesure où effectivement, elle est en conversation régulière par lettre interposée avec un certain nombre de représentants de l'Église, dont elle écoute les conseils, qui lui servent de guide spirituel personnel, mais qui orientent également leurs dirigés. Ils sont là pour ça. Et simplement, par exemple, le fait pour elle de pousser un certain nombre de nominations ou d'en écarter d'autres, fait effectivement qu'elle a concrètement eu une influence sur les choix politico-religieux qui ont pu être faits au moment où elle est, je n'ose pas dire aux affaires, mais en tout cas dans la proximité immédiate du roi. Et après tout, c'est un moment qui a duré une 30aine d'années. Dans les années 90, au moment où Nina Companèse réalise son film, l'historiographie se réempare également de la figure de Madame de Maintenon pour réécrire une personne beaucoup moins noire et un portrait beaucoup plus nuancé. Pourrait-on dire que la figure de Maintenon permet de voir les évolutions des questions de genre à travers l'histoire ? De ce point de vue-là, tout à l'heure je vous disais qu'elle était unique en son genre, du point de vue effectivement de la spécificité de son ascension sociale et du caractère extraordinaire aussi de cette ascension sociale, absolument inouïe, invraisemblable même. Enfin, je veux dire, si ça n'était pas prouvé historiquement, on aurait du mal à le croire. En revanche, elle est, peut-être pas le prototype, mais elle est une des incarnations effectivement des nouveaux pouvoirs ou des nouveaux rôles que les femmes peuvent occuper grâce à la société de cour, grâce à la culture de l'honnêteté. Donc ces nouveaux rôles qui se développent déjà à partir de Madame de Rambouillet, à partir de la première moitié du XVIIe, et qui sont encore appelés à se développer beaucoup au XVIIe, aussi également ensuite au XVIIIe. Rôle effectivement nouveau, puisque par exemple le rôle des femmes dans les salons, c'est quelque chose qui va faire école, non seulement en France, mais en Europe. Une critique propose cette idée qu'il y a eu une sorte de transfert, justement, à défaut de pouvoir politique, comme elle pouvait avoir plus facilement dans des périodes médiévales. Il y aurait une sorte de transfert, justement, vers une plus grande place des femmes dans la vie mondaine, avec des libertés nouvelles, l'accès à l'éducation, facilité par exemple, ou la possibilité de l'accès à la culture et à l'écriture, entre autres, puisque c'est quand même un moment de développement pour les autrices, que ce soit par les mémorialistes, les épistolières, les romancières, les poètes, etc. Le XVIIe siècle est un siècle du développement de l'écriture, et notamment par des femmes. Alors je ne sais pas si c'est que ces traces nous sont davantage restées, ou alors que les périodes antérieures ne nous ont pas laissé de traces. Madame de Maintenon fait-elle figure en quelque sorte d'amorce du développement de la correspondance par des femmes,
Ou alors s'ancre-t-elle dans un mouvement plus global qui pourrait être, au XVIIe siècle, à son paroxysme? Qu'en est-il réellement? C'est pas un paroxysme et c'est pas une amorce. Elle fait partie de ce mouvement général. Les correspondances se développent. Comme les mémorialistes se développent, il y en a déjà, Marguerite de Valois a été une des premières, sinon la première femme mémorialiste. C'est vrai que bon, il y a beaucoup d'autres mémorialistes, la duchesse de Montpensier, Anne-Marie-Louise d'Orléans, Madame de Motteville, à proximité d'Anne d'Autriche, même dans la petite noblesse, si on pense à Madame de Laguette. Mais il y a aussi toutes ces correspondances qui ne sont pas seulement le fait de femmes, hein, puisqu'il y a aussi des hommes qui écrivent, mais c'est vrai que c'est une écriture de la première personne, une écriture où en tout cas une part de l'intime peut s'exprimer. Et de ce point de vue-là, les femmes qui n'avaient pas reçu d'éducation rhétorique, puisque n'ayant pas pu accéder à un enseignement scolaire, n'étaient pas exclues de ces formes d'écriture. On peut dire ça tout simplement, c'était pour elles des écritures accessibles, parce que à la limite du privé et du public. Et du coup, en tant qu'écriture du fort privé, les lettres faisaient partie des moyens d'écriture, loin d'être leur être interdit, semblaient effectivement tout à fait possible. Ce qui résumerait le mieux Françoise d'Aubigné, ce serait sans doute l'école de Saint-Cyr, ce pensionnat nommé Maison Royale de Saint-Louis que Madame de Maintenon fonde en 1686 et qu'elle considère dans le téléfilm comme l'enfant qu'elle eut avec Louis XIV. Elle qui par son esprit et sa maîtrise des codes sociaux franchit une à une les barrières qui se dressaient devant elle, perçut l'importance de l'éducation pour les jeunes filles de gentilshommes morts au service du roi. Madame de Maintenon n'avait pas eu la chance d'en bénéficier à cause de la ruine de sa famille. De même que le roi, dont l'éducation ne fut pas sereine à cause de la Fronde, qui fut sans doute touchée par son projet. Elle permit ainsi, sous son autorité, alors qualifiée d'institutrice de la Maison royale de Saint-Louis, aux jeunes demoiselles de Saint-Cyr de suivre une éducation complète sur la religion, l'esprit et les arts. C'est Dominique Blanc, dans le rôle de Madame de Maintenon, qui interprète la plus belle conclusion à ce qu'est l'école de Saint-Cyr. Saint-Cyr fut mon grand consolateur, mon refuge, le plus bel ouvrage de ma vie et le présent le plus précieux que m'ait jamais fait le roi.